Me, I don't care what, as long as it's woman. I'm not sure you'd know what to do if you saw a woman. Just let me try. That's one thing you never do forget. Just get him here. Mine don't even have to know how to cook, Roy. Well, I don't guarantee their looks. One man's eye for beauty is another man's eyesore. But you know me. You know I don't give my word lightly. One thing I can and will promise. They'll be good women. Make sure you'll be good enough for them. Make sure you treat them with patience, understanding, honesty. It'll be your fortune. Make sure you make it a good fortune. For yourselves, for them, for the children they'll bear you. God help you if you don't. You'll answer to me. Bye. Take care of my valet. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 27. Cette semaine, émission chimie, enquête et questions du genre et des genres. La parole des opprimés et des aliénés est confisquée et récupérée comme une eau corrompue par le vice des puissants. Un jour que, sous les roseaux, sommeillait mon eau vive, 20 relégats du hameau pour la mener captive. Fermez votre cage à double clé, entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma de syllabes. Quelle est mieux que les autres? Au programme ce soir, donc à propos d'eau vive, nous parlerons de Dark Waters, le nouveau long métrage d'un de nos chouchous, Todd Haynes, qui est sorti la semaine dernière, film avec Marc Ruffalo. Et après, nous parlerons d'un deuxième long métrage, celui de David Perrault, donc L'État sauvage, qui est sorti il y a 2 semaines. Pour parler de ce jeu, au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. À la mise en son de cette émission, il y a Gal. Bonsoir mon cher Gal. Bonsoir. Carla n'est pas des nôtres ce soir car elle a l'idée saugrenue d'être en Belgique. Pourquoi pas, pour faire du tourisme, les musées, tout ça. Là, voilà. Ah, les jeunes. C'est dur la vie, hein. Tout ça c'est loin pour nous. Ouais. Nous, il faut qu'on travaille, il faut qu'on travaille, il faut qu'on gagne notre pain, nous. On se lève à 5h du mat', nous. Pour aller au Hall. Pour décharger les palettes. Hein on nous appelle les forces vives de la nation. Exactement. Si la France se redresse, c'est un peu grâce à nous. Ouais, exactement. Ne nous remerciez pas. Très près de Rennes en plus. Oui, c'est vrai que c'est. En plus, ça fait de la route pour y aller. Hein. Nous sommes ceux qui rendent son érection à la France. Exactement. À propos des réactions, avant de passer à la section critique de cette émission, les agendas et les news, enfin une news, on va commencer par le Rest in Peace de la semaine. Ça fait longtemps, c'est vrai qu'on les fait plus trop parce que sinon on passerait notre temps à faire des Rest in Peace, mais donc c'est la mort à l'âge de 90 ans du vénérable et du gigantesque Max von Sydow, quelqu'un qu'on pensait éternel, puisque ça fait, depuis que je suis né, moi je le vois au cinéma, vous pareil, tout le monde ici, tout le monde d'ailleurs le voit au cinéma depuis maintenant, il y avait eu presque 70 ans de carrière, donc auteur phare chez Bergman, chez Lars von Trier. Un mec a réussi à passer du 7e saut à Game of Thrones. Voilà, sur l'ensemble de sa carrière. Star Wars, il aura joué absolument partout. Chez il aura tout fait, ça. Légendaire. Un immense acteur, une voix à la stature incroyable, une pure voix. C'est pas lui qui jouait dans le Bazar de l'épouvante aussi? Si, je crois. C'est le méchant, si mes souvenirs sont bons. Super acteur, Max von Sydow. Découvreur de Pazuzu. Ah oui. Découvreur de Pazuzu. Et ça, c'est quand même pas de la merde. Finalement, grande figure du cinéma fantastique pour un mec qui est plutôt, si mes souvenirs sont bons, un acteur de théâtre, qui est plutôt un acteur de théâtre dramatique, plus classique, on va dire, mais qui finalement a été d'où ce caractère austère qui se travaille un petit peu. Une icône discrète du cinéma fantastique. Qu'on a vu à peu près partout, que tout le monde a vu de toute façon dans un film à un moment donné dans sa vie, ou dans une série maintenant. Donc, ou entendu sa voix. Voilà.
Parce qu'il a aussi fait des voix off et des trucs Ouais, comme ça. beaucoup. donc, La voix off de Europa, de Lars von Trier, notamment au début, Welcome to Europa, tout ça. Donc bref, très grand acteur qui vient de nous quitter à l'âge de 90 ans. Il allait tranquillement sur ses 91 ans. wow. Voilà. Une vie bien remplie. Exactement. On va passer aux agendas. Donc ce soir à Cinémaniacs Diapason sur le campus de Rennes à 20h30, c'est Une femme disparaît de Alfred Hitchcock, film de 1938. Film très drôle. Film très drôle. Ouais. Comédie criminelle super marrante. Moi, ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, mais dans mon souvenir, c'était bien marrant. De manière générale, on sous-estime un peu l'humour dans le cinéma de Hitchcock parce que c'est quand même souvent assez drôle, notamment ces films avec Gary Grant ou bien James Stewart. Il y a quand même beaucoup de petites blagues, de trucs drôles qui marchent très très bien. Demain, au Tambour, donc sur le campus de Rennes 2, soirée C'était mieux avant, avec à 18h le film de Jean Epstein, Finisterae. Très grand film, très grand cinéaste. Et à 20h30, L'île nue de Kaneto Shindo, film japonais de 1960. Je n'ai point vu, mais Shindo, oui, c'est bien normalement. Shindo. En général, c'est pas mal. Généralement, c'est pas mal. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu. Mais c'est un de ses plus connus, je crois. Pour continuer dans le local, ce week-end à Rennes, pour prolonger, on va dire, la journée internationale des droits de la femme qui était donc dimanche dernier, Comptoir du Doc nous propose Doc au féminin du 13 au 15 mars. Donc ça se passe majoritairement au Champ Libre et à la MJC Maison de Suède. Donc c'est métro Henri Fréville à Rennes. Toutes les séances sont gratuites. Les séances de projection, il y en a 6. Il y a aussi des rencontres, des conférences. Donc évidemment, tout le programme est à retrouver sur leur site. Mais ce sont des films qui sont déjà sortis, mais qui n'ont pas connu, on va dire, une sortie ou bien une destinée dans les salles bretonnes et notamment rennaises très importante. Donc du coup, vous pourrez revoir ça tout ce week-end. Je mettrai bien évidemment le lien sur le podcast de l'émission. Oui. Alors peut-être que tu vas en parler, mais il y a aussi Millennium Actress qui passe dimanche soir au TNB, enfin dimanche à 17h45. Et il y a par ailleurs Blue Velvet de David Lynch qui passe toute la semaine au TNB également. Voilà, ça peut être moi je pense que j'irai voir le Satoshi Kon parce que Millennium Actress est un de ses meilleurs chefs-d'œuvre. Moi je l'ai jamais vu parce qu'il n'a fait que des chefs-d'œuvre. Moi j'ai jamais vu celui-là en plus. Il est super rare au cinéma, il vient de ressortir un peu en copie restaurée. Prépare tes mouchoirs par contre. Ouais, mais je le connais. Je le connais, je l'ai déjà vu, mais je l'ai jamais vu au cinéma. C'est merveilleux. Complété. Très grand film. Merci docteur. Donc sortie nationale demain, pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a La Bonne Épouse, le nouveau long métrage de Martin Provost avec Juliette Binoche et Édouard Baird. Ouais. Voilà. J'ai rien d'autre à en dire. Sinon, il y a pour Thibaut, parce que je sais qu'il aime bien la musique et tout ça, il y a le film en tant que metteur en scène de Mathias Malzieu de Dionysos qui s'appelle Une sirène à Paris avec Nicolas Duvauchel qui joue de la guitare, qui va rencontrer une sirène dans la Seine. Alors moi, je suis un petit peu revenu de Mathias Malzieu. Je rencontre une sirène dans la Seine. Personnellement, j'ai pas trop confiance parce que je la touche pas. Elle doit trimballer un sacré paquet de saloperies avec elle, avec tout ce qui traîne. En plus que c'est le coup, elle l'a retrouvée étranglée avec un emballage de Coca-Cola. C'est un remake de Splash en fait, de Tom Hanks, avec Tom Hanks et Daryl Hannah. Ah oui, Splash, ouais. C'est ça. Ouais, c'est pas terrible. Splash. Coincé dans les roues d'un Vélib. Ah oui, coincé dans les roues d'un Vélib. Sinon, il y a le nouveau film en tant que metteuse en scène de Marjane Satrapi qui s'appelle Radioactive avec Rosamund Pike qui est juste sur Marie Curie. Ouais, why not? Voilà, why the fuck not, effectivement. Sinon, il y a un documentaire de Juan Solanas, le film de l'autre, donc l'Argentin, qui s'appelle Femme d'Argentine, qui raconte les luttes récentes pour l'IVG en Argentine. Et sinon, il y a un documentaire qui a l'air assez chouette, mais je ne sais pas malheureusement si ça passera chez nous. Ça s'appelle Congo, de deux réalisateurs français, donc qui se passe à Brazzaville et sur un guérisseur chaman local qui va se faire prendre pour un mage noir. Donc évidemment, ça va partir en sucette et ça a l'air assez chouette. Mais la semaine prochaine, nous ne parlons pas de ça. Nous parlerons du nouveau film de Patrick Chia qui est en ce moment au TNB, dont j'ai totalement oublié le nom d'ailleurs. Aussi. Et probablement deux sorties de western chez Sidonis, notamment le gigantesque Rio Conchos. Donc voilà, nous parlerons de tout ça la semaine prochaine. On va passer à la section critique de cette émission pour aller du côté de chez Todd Haynes et de la lutte contre les grands industriels, ces gros enculés. Et pour ça, on ne va rien lâcher avec Johnny Cash. Back down. Cette voix, mes aïeux, cette voix. Exactement, vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Johnny Cash avec I Won't Back Down, merveilleuse reprise de Tom Petty and the Heartbreakers
que vous pouvez retrouver sur The American Recordings volume 3, qui est absolument merveilleux et très très belle reprise évidemment de Johnny Cash sur la fin de sa carrière, qui est absolument un album magnifique. De toute façon, tous les American Recordings sont magnifiques. Et à propos de magnifique, donc le nouveau film de Todd Haynes, Dark Waters, réalisateur qu'on aime beaucoup ici et qui avait fait un long métrage il y a 2 ans qui s'appelait Wonderstruck, qui était sorti en 2017. Là, il s'agit de son 8e long métrage et qu'il avait aussi réalisé une série télé qui s'appelle Mildred Pierce avec Guy Pearce et Kate Winslet. Chef-d'œuvre. Donc réalisateur a priori assez, on va dire, éloigné de ce genre assez affectionné par le cinéma américain qui est le film dossier, parce que là évidemment donc, encore une fois de plus c'est based on a true story sur l'enquête et la lutte d'un avocat de Virginie occidentale, donc qui travaille pour les grandes compagnies chimiques et pétrolières, qui est incarné par Mark Ruffalo, et qui un jour, par un lointain ami de la famille, infirmier, va être appelé pour enquêter sur sur les morts mystérieuses de son champ de vaches. Et là, il se dit que quand même, c'est bizarre, quand tu as 190 vaches qui meurent en quelques mois, c'est bizarre, on va peut-être enquêter. Et juste à côté, il y a l'énorme entreprise DuPont, entreprise ancienne et vénérable des États-Unis d'Amérique, qui ont permis au monde entier de mieux vivre dans nos cuisines, enfin, à nos ménagères, notamment de mieux vivre dans nos cuisines, et à l'armée américaine d'aller niquer l'œil à tout le monde. Inventeur de la toile jean aussi, les Dupont de Nemours. Les Dupont de Nemours, d'origine française. Évidemment, avec un nom pareil, dont l'héritier avait été incarné il y a quelques années par Steve Carell dans le Foxcatcher de Billy Miller, dans lequel jouait d'ailleurs Mark Ruffalo, avant d'être assassiné par Channing Tatum. Ouais, c'est vrai. Et donc évidemment, quand il va se rendre compte que tout ça c'est quand même un peu louche ce qui se passe avec ces grandes compagnies là chimiques, l'enquête va évidemment prendre un tour beaucoup plus personnel et beaucoup plus national aussi, puisque donc évidemment pression, enquête, avocat, tout ça, le bazar comme on dit. Donc je disais film assez pas étonnant mais peut-être un peu étrange dans la carrière de Todd Haynes, parce que c'est son premier film de commande. C'est Mark Ruffalo qui est à l'initiative du projet, qui est allé le chercher, d'ailleurs à la grande surprise de Todd Haynes, qui dit pourquoi moi. C'est juste que Mark Ruffalo, je pense qu'il est maintenant un acteur comme un peu de pouvoir, et il s'est autorisé à prendre un metteur en scène qu'il aimait bien, qui est Todd Haynes, et donc a priori assez éloigné de cet univers-là, parce que dans tous ces longs métrages, que ce soit Carol, que ce soit dans Velvet Goldmine, dans Safe ou dans I'm Not There, c'était plutôt pas de la psychanalyse, mais de la psychologie personnage assez complexe, de relations amoureuses ou non. Question d'identité. Voilà, question d'identité. Pas du tout du film. Enfin, on n'est pas du tout dans une optique de film d'action, quoi. Dans un film d'action, un film dossier, ou même des films basés sur des faits réels. Parce que, par exemple, I'm Not There sur Dylan, c'est tout à fait à part. C'est plutôt une digression à partir de la réalité. D'une figure réelle. Donc film assez étonnant et qui est basé donc sur un article qui s'appelait The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare de Nathaniel Rich. Ça se fait pas mal de toute façon aux USA de faire des films basés sur des enquêtes ou bien sur des articles, et donc c'est dans une veine du cinéma américain assez traditionnel, du film dossier. On avait The Post de Spielberg il y a 2 ans, il y avait The Report les derniers avec Adam Driver, il y a eu Spotlight il y a quelques années qui avait gagné l'Oscar, Michael tout ça. Keaton. Voilà, Michael Keaton. Keaton, pas Keaton, voilà. Qui, comme dans pas mal de films de ce genre-là, sont en général bétonnés en termes de scénario et puis d'acting, mais où la mise en scène est très volontiers illustrative, au mieux, quand elle n'est pas carrément plate, quoi. Alors que là, Todd Haynes arrive à insérer toutes ces obsessions formelles et de personnages d'un résultat assez étonnant, je trouve, dans sa filmographie et dans ce sous-genre qui serait le film dossier ou le film d'enquête, on va dire. Oui, alors Thibaut. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une admiration sans limite pour le cinéma de Todd Haynes, et ce film-là ne va pas me faire mentir. C'est un film que j'ai trouvé d'une maîtrise absolue. Alors déjà, j'ai adoré parce que déjà le genre du film dossier, moi, me passionne, et surtout c'est un cinéma, on va dire, conscient. Mais ici, conscient sans sortir les gros sabots, et surtout conscient au-delà des enjeux politiques ou du scandale industriel, conscient aussi de véritables enjeux dramatiques entre les personnages. Donc ça, c'est la première grande force du projet. Tu citais d'autres films un petit peu de ce niveau-là. Si on peut comparer par exemple à Spotlight où Mark Ruffalo dans lequel Mark Ruffalo joue également, quand on avait fait l'émission à propos de ce film, on avait tous, il me semble de mémoire, reproché à Spotlight d'être un film assez linéaire, assez lisse, qui reposait sur la grande force du cast. Le cast était à ce titre
en effet merveilleux. Et ici, dans Dark Waters, chaque effet de montage, chaque angle de caméra, chaque élément de décor est d'une maîtrise absolue. C'est un film qui, sur les 2h07 qui durent, laisse l'élégance cinématographique et du coup l'élégance des personnages arriver au spectateur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans ce film-là, on va pouvoir s'énerver face à un tel scandale dont nous sommes nous-mêmes victimes en 2020. Et en même temps, on va pouvoir avoir une vraie émotion de spectateur parce que Todd Haynes est un directeur d'acteur exceptionnel qui arrive à faire vivre ses personnages, notamment le personnage de Anna Tawai qui pourrait être un petit peu... Qui joue la femme de Mark Ruffalo dans le film. Qui pourrait être un petit peu subalterne, mais elle a 2 scènes. Une chant contre chant dans une cuisine, dans une espèce d'engueulade où il y a un vrai travail de mise en scène par rapport à de scénographie qui est absolument magnifique. Et un regard. Et ce regard-là suffit à la faire vivre et suffit à amener l'émotion. Et c'est absolument gigantesque de la part de Todd Haynes de détourner un petit peu le film de commande et d'aller un petit peu vers ce qui lui l'intéresse. On va dire c'est les traumas identitaires, ou du moins la question identitaire. Et ici, c'est la question identitaire, c'est quoi ? C'est cette question d'une famille ultra-catholique et du coup purement américaine et qui va se retrouver en fait confrontée à une autre logique américaine qui est la logique du capitalisme américain. Et en fait le discours final, on va pas le spoiler, mais le discours final de Mark Ruffalo est en ce sens hyper salvateur et hyper conscient du monde dans lequel on vit. Donc voilà, c'est un film qui permet à 1 de réfléchir, 2 de s'indigner, 3 de s'émouvoir. En ce sens, le pari est réussi. Après, on va pouvoir un petit peu discuter sur d'autres éléments, mais c'est remarquable. Souvent, dans les films dossiers, on est quand même toujours dans le parti pris et dans le point de vue des persos. Donc, que ce soit sur les scandales de la pédophilie dans l'église, avec Spotlight, les problèmes sur la crise du journalisme, tout ça, on est convaincu d'avance en fait. Et alors que là, dans le truc avec Dark Waters, donc c'est sur les grandes industries pétrochimiques, mais il n'y aura pas non plus un truc pour dire que OGM c'est mal, que la chimie c'est mal, que la science c'est de la merde et tout machin. C'est pas du tout le problème de la science qui est posé dedans, c'est de son utilisation par les industries et par le mensonge d'une industrie qui devient presque un mensonge d'État, parce que appuyé par les gouvernements, par les différentes taxes, par les différentes, on va dire, mise en place par les gouvernements pour les favoriser, parce que donc le truc est utilisé dans le film, le C8 qui à la base était utilisé pour recouvrir les chars d'assaut américains durant la guerre, après le projet Manhattan, voilà, qui est l'initiative de la première, après est utilisé pour mettre dans les poêles, pour mettre dans les revêtements de fringues, de machin, c'est le téflon quoi. C'est ça. Là, c'est le téflon qu'on trouve absolument partout, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que, avant de laisser la parole au doc, c'est que en fait, le projet politique du film, ou du moins le projet, on va dire, de scandaleux, on va dire, du film, n'apparaît pas sous un didactisme, on va dire, outrancier. C'est au détour d'une ligne de dialogue, au détour d'un schéma qu'on va essayer de comprendre. Voilà, tout se fait, on va dire, naturellement, en fait, avec une superbe et une élégante pédagogie qui fait qu'en fait, on n'est jamais plombé par le sujet. Todd Haynes maîtrise son sujet et en fait ne va pas asséner le spectateur avec une base de données hyper quasi exhaustive, quoi. C'est qu'en fait non, tout va arriver de manière très naturelle, très simple, très élégante, pour que en fait on puisse arriver, nous spectateurs, à s'indigner, on va dire, correctement. On va dire ça comme ça, quoi. Ouais, parce qu'il n'a pas besoin de 40 000 plans pour montrer que Mark Ruffalo bosse comme un con dans son hangar à trier des papiers avec 15 000 cartons qui sont remplis de dossiers, de rapports, de machin, là. On comprend ça justement par un montage qui est assez sec mais élégant, que justement c'est sur la mise en place du truc. Et le doc en parlait un peu en off avant qu'on commence sur la question du temps qui passe et sur la gestion du temps, parce que c'est une enquête sur quasiment 15 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, ça c'est ce qui je trouve c'est ce qui est le plus intéressant, c'est de rendre à ce genre d'histoire, en fait, le conflit, parce qu'il y a, enfin, le conflit sous-jacent qui est l'idée de jouer la montre, en fait, pour les entreprises, en fait, et moi je trouve qu'il y a un élément légal, voilà, il y a un élément presque pas de suspense, mais il y a un élément, je trouve, d'intrigue qui est vachement intéressant, c'est cette idée que les gens sont atteints par les résidus, donc sont des cancers, donc vont mourir. Et en fait, on attend de voir est-ce qu'il y en a qui vont survivre par rapport aux décisions de justice, notamment le fameux fermier qui est à l'origine de l'affaire et dont on voit évoluer la maladie. Voilà, dont on voit évoluer la maladie au fur et à mesure avec son épouse. Enfin voilà,
Et c'est assez glaçant, quoi, parce qu'on voit le cynisme à l'œuvre. Et en fait, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au catholicisme, mais j'avais pas forcément pensé à ça comme ça. Mais à mon avis, le fait que la famille soit catholique, c'est pas effectivement du tout un hasard, parce qu'en fait, ce que fait Mark Ruffalo, en fait, dans ce film, c'est il fait l'expérience du mal, en fait. Du mal à l'état pur, c'est-à-dire d'un mal purement rationnel, purement cynique, qui n'a pour autre but... qui est inattrapable. Qui est inaccessible et qui n'a pour d'autre but que la satisfaction d'une gloutonnerie financière qui passe par-dessus les gens, par-dessus les animaux, par-dessus les êtres humains. Et je crois que... Et effectivement, ce qui déstabilise le personnage dans sa foi, justement, c'est ça, c'est qu'en fait, il se rend compte que le mal existe sur Terre. Et ça explique peut-être, du coup, pourquoi est-ce que, de temps en temps, le film a l'air de dévier vers le cinéma fantastique et vers le film de zombies, c'est pas évidemment des citations ou c'est pas des gros clins d'œil appuyés, hein, c'est plus, voilà, on sent qu'il y a... Voilà, on sent que ça pourrait, quand on regarde le scénario et tout, on sent qu'on pourrait glisser du film dossier au film d'horreur, finalement, de manière assez logique, en fait, quelque part. Par la musique, par la photo qui est très sombre, qui est très crépusculaire. Ouais, il y a un petit côté La Nuit des Fous Vivants aussi, moi je trouve, de Romero, avec cette espèce de cadre rural, avec tous ces animaux qui meurent, enfin voilà. Il y a le motif de la télévision qu'on retrouve, qui est un motif du cinéma d'horreur fantastique, enfin, Vidéodrome, Poltergeist, les films de Nakata, Ring. Voilà, ce motif, en fait, de l'écran de télévision apparaît des fois frontalement à l'écran. Et tu vois très bien, en fait, que moi je te suis complètement, c'est qu'en fait on glisse petit à petit dans un film d'horreur et sans jamais c'est là que c'est intéressant, c'est que ça se fait de manière encore une fois, c'est comme les explications, tout ça se fait de manière soft. Et ça, c'est un truc que j'ai bien aimé aussi, en fait, c'est que là ça tient au personnage, c'est que le personnage a l'avantage d'être aussi ignorant que nous. Donc quand on commence le film, notamment toutes ces scènes effectivement de dépouillage de dossiers, moi je les ai trouvées vachement intéressantes, parce qu'en fait, moi qui ne connaissais rien, qui avait vaguement entendu parler de cette affaire, mais qui ne connaissait pas du tout les détails de l'affaire, en fait, les détails de l'affaire se révèlent au fur et à mesure qu'ils se révèlent au personnage principal. Donc du coup, évidemment, ça renforce l'identification qu'on a avec lui. Et la saloperie, il y a même des effets d'ailleurs de suspense, on va dire, où il sait quelque chose que nous on ne sait pas encore, mais qui a l'air tellement gros, notamment en ce moment où il va voir son épouse justement dans la cuisine, et où il lui révèle que... c'est pas simplement les gens du bled à côté de l'usine qui sont touchés, c'est tout le monde, en fait, quoi. Et c'est là qu'il sort le truc du téflon. Et c'est vrai que moi j'avais pas. Enfin, moi, le téflon, c'est un truc qu'on nous a vendu. Moi, quand j'étais gamin, le téflon c'était considéré comme la meilleure surface pour cuire dans les poêles et tout ça, quoi. Donc on a tous bouffé au téflon quand on était gamin. Et alors là, du coup, en tant que spectateur, il t'arrive un truc vachement bizarre, c'est-à-dire que tout d'un coup tu fais merde, putain, en fait, c'est pas une histoire dans le passé, machin. Non, c'est une histoire qui me touche, moi, personnellement, et du coup, ça accroît encore l'intérêt, je trouve, qu'on a, parce que du coup, ça te place, en fait, dans le dispositif. Au lieu de justement d'être dans un film dossier où tu as l'impression d'être à l'extérieur et de voir tout bien étalé clairement, en fait, cette espèce de révélation par la subjectivité du personnage, en fait qu'au bout d'un moment, la révélation, elle te touche toi aussi. Et ça, moi, j'ai trouvé ça, je trouve que justement, et encore une fois, c'est pas fait sur le plan du sentimentalisme ou du larmoiement et tout ça, c'est juste toi, spectateur, t'as ton cerveau qui fonctionne, et Todd Haynes, il se dit, bah tiens, merde, mon spectateur, il est pas con. Et il va comprendre le lien que ça a avec lui par mon personnage, quoi. Ça, je trouve ça vachement. C'est comme le personnage de Mark Ruffalo, parce que donc c'est un avocat d'affaires, tout ça, qui est habitué, c'est un mec intelligent, qui est cultivé, mais qui ignore ce qui se passe. Et quand il voit notamment des spécialistes sur la chimie, tout ça, donc il pose plusieurs fois les questions parce qu'il ne sait pas, donc il pose presque des questions stupides. Mais si tu prends ça, ça fait quoi? Et si tu prends ça, ça fait quoi? Et si tu prends ça, ça fait quoi? Et si tu mélanges ça et ça fait quoi? Il fait, imagine, c'est comme si tu buvais un pneu, quoi. Voilà. Et c'est les questions qu'on se pose nous aussi. C'est les questions qu'on se pose nous aussi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, on comprend ce qui se passe. C'est des trucs limpides qui passent, tac, tac, tac. Et ça, moi, j'avoue que d'un point de vue narratif, c'est tout simple, hein, mais ça marche super bien, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, la scène de révélation où il explique un petit peu en gros le merdier, c'est que on est à peu près au milieu du film. Il y a un superbe montage parallèle où on passe de Anataway, on passe au fermier, et il explique un petit peu, en fait c'est une longue ligne de discours mais avec un superbe montage parallèle. Et il parle à plusieurs personnes en même temps. Et le montage parallèle, du coup, Todd Haynes inclut par la force des choses, nous, spectateurs, dans ce montage parallèle, ce qui fait que c'est la construction du film en termes d'enjeu dramatique et à ce titre-là exemplaire. Et puis pour revenir sur le côté un petit peu cinéma d'horreur, moi l'intro du film ça m'a fait penser au Piranha de Joe Dante.
Et qu'est-ce que nous raconte Piranha de Joe Dante? En gros, c'est la contamination de la nature, donc si on est dans une optique transcendentaliste, c'est la contamination de la nature par un complexe. Dans Piranha, c'est le complexe militaro-industriel, et ici donc par un complexe purement industriel. Et en fait, c'est la même logique que Dark Waters pourrait être un film des années 70. Ou ça pourrait être Toxic Avenger. Ou ça pourrait être Toxic Avenger, c'est exactement ça. Donc, bien entendu, on parle là que de chef-d'œuvre, hein, mais en fait, on est exactement dans cette même logique. Et en fait, de facto, le film est un film d'horreur parce qu'il commence comme le cinéma d'horreur l'a montré dans les années 70. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et même après toute la découverte du champ là, avec ces toutes les scènes dans la ferme là, avec la neige, c'est magnifique, la neige avec ces arbres morts, c'est la nature prison. On est dans une lecture anti-transcendentaliste. Et puis il arrive à te faire flipper avec une vache. Il t'arrive à te faire flipper avec une vache, il te pose une atmosphère avec un cadre, des arbres morts et Marc Ruffalo qui se fait un petit peu dévorer par ces arbres. Enfin, la science du cadrage dans ce film-là, il n'y a pas un plan à jeter. C'est millimétré, c'est au cordeau, c'est d'une beauté. Ed Lachman est toujours ici à la photographie, donc la gestion des vitres, la gestion des oh là 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 là, j'en pouvais plus. Tu parlais de la question des écrans, il y a aussi les écrans qui en fait n'en sont pas, c'est les vitres, c'est les reflets, c'est les vitres un petit peu grillagées. Il fait toujours souvent ça. Il fait toujours un peu ça, mais c'est aussi un truc que fait beaucoup Spielberg, notamment quand il fait un peu plus des films historiques comme Le Pont des Espions, comme The Post et tout, des écrans qui font écran alors que a priori c'est les trucs pour voir à travers quoi, où justement ça bloque l'horizon et puis ça bloque l'espace, où du coup tu comprends direct qu'il y a un truc qui merde dans le champ. Qu'il y a un hiatus entre la transparence et l'opacité. C'est-à-dire que la transparence, en fait, c'est de l'opacité, en fait. Et c'est ce que fait la boîte, qui passe son temps à faire croire à Marc Ruffalo qu'elle est transparente, qu'elle va lui donner tous les documents et tout ça. Et alors qu'en fait, justement, la transparence est le moteur même d'une opacité volontaire qui est celle de couvrir l'avocat sous les documents pour pas qu'il puisse déterminer la vérité qui est éparpillée dans des petits documents, dans des petites citations à droite à gauche. En fait. Après, cette gestion des flous, cette gestion des éléments de décor, les persiennes sont hyper intéressantes dans ce film. C'est des choses qu'on voit chez d'autres cinéastes. C'est tellement simple, c'est tellement évident. Voilà, mais c'est ça, mais c'est bien fichu. C'est tellement bien foutu, c'est tellement. Et puis qu'est-ce que c'est bien de voir Enfin, moi je sais que, mais pareil, je m'étais dit ça aussi avec le Clint Eastwood. C'était toujours agréable de voir du cinéma où on pose la caméra et on laisse les acteurs jouer et nous transmettre des choses. J'allais dire justement sur le cast parce que notamment Marc Ruffalo qui ces dernières années a plus tendance à jouer dans les conneries de Marvel où du coup faut bien payer ses impôts. Faut bien payer, mais je pense que c'est grâce à des films comme ça qui peut produire des films comme Dark Waters où là justement il a un jeu qui est hyper rentré, il a toujours la tête enfoncée dans ses épaules, t'as toujours l'impression qu'en fait il se sent pas légitime ou pas à sa place pour faire un truc pareil, pour avoir une telle masse d'informations, une telle lutte contre un empire comme Dupont. À chaque fois, de la manière dont il est cadré, à chaque fois, c'est une merveille et ça rentre totalement. Il est enfermé de toute façon dans la plupart du temps, dans toutes les réunions qu'il a avec le staff d'avocats de sa boîte. Et puis c'est encore une histoire très américaine, justement, d'un mec qui et encore une fois, pour moi, il y a vraiment un lien avec Richard Jewell, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire du mec, un mec qui croit au système en fait à la base, qui est pas du tout un rebelle au départ. Et le mec, c'est que la réalité va l'obliger à devenir un élément subversif parce que la réalité est trop absurde et trop cynique, quoi. Et comme dans le clean, c'est justement juste demander un peu de décence. Voilà, dans exactement. De la part de l'État, de la part de ses différents participants, de la part des industries. Ça peut sembler être des grands discours, mais c'est des trucs assez simples en fait, qui sont amenés un peu d'honnêteté, quoi. Carrément. La décence, en effet, c'est et tu sens que Todd Haynes aime les gens qui filment, et ça c'est hyper important. Et en même temps, il aime ces gens qui filment. La scène, par exemple, alors sans trop spoiler, mais la scène magnifique la prise de sang, on va dire ça comme ça. Et c'est absolument magnifique. Ils font des tests sur les habitants du coin pour voir s'ils sont pas impactés. Et en même temps, ces gens-là, ils sont magnifiques, mais ils sont d'autant plus magnifiques qu'ils sont totalement prisonniers de ce système, de cette réalité totalement absurde. Et en ce sens, il y a des longs travelling en fait qui parcourent la ville et qui sont absolument magnifiques, qui rappellent un petit peu le travail. Alors toute proportion gardée parce que ça veut pas dire la même chose, mais par exemple c'était dans, je sais pas si vous vous souvenez de Kogan de Andrew Dominic avec Brad Pitt. Où en gros c'était film de crise, et en fait il y avait tous ces travelling, ça se passait de la ville américaine qui était défoncée en fait par la crise. Et en fait, des trucs qu'on retrouve chez Jarmusch aussi dans Only Lovers Left Alive. Voilà, ou dans Mystery Train aussi, quand il filme Memphis aussi un petit peu déglingué. Et en fait, cette manière de filmer la ville déglinguée. Donc voilà, on la retrouve dans le cinéma américain, bien entendu. Mais ici, voilà, tu sens l'enfermement qui est terrible de ces personnes-là.
enfermement d'autant plus terrible que c'est filmé donc au travers d'une vitre et avec des petits éléments de décor, un tag, un autocollant du pont, le nom d'un rond-point, le nom d'une école. C'est des choses discrètes mais qui passent, qui font sens, qui font discours et qui en plus rajoutent à ce côté un petit peu horrifique. Ces personnes-là que Todd Haynes aime, et les personnes qui passent et elles sont ravagées par cette réalité et c'est terrible. C'est vrai que cette scène avec les panneaux là qui montrent en quelques plans, alors c'est rigolo parce que c'est une reprise du début d'un film de Buster Keaton. C'est la reprise du début de Cadet de Douce en fait, où on voit que la ville appartient entièrement aux fabricants aux grands propriétaires de bateaux à aube. Et on voit ça juste avec quelques plans comme ça sur des devantures de magasins. C'est rigolo, j'étais très surpris de voir mais comme quoi finalement ça dit aussi des choses justement sur cette espèce de recours au classicisme comme un moyen de justement dans un monde qui est en train dans un cinéma à mon avis qui est en train de bloquer en fait, de buter en fait contre le postmodernisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le cinéma mainstream a le gros désavantage d'être un cinéma qui devient purement référentiel, purement citationnel et où il y a une mise à distance qui par l'ironie, par l'ironie, par la blagounette, par l'absence de sang, par le ratiboisement de la violence pour faire du PG-13 et c'est vrai que c'est stupide, hein, mais moi je me rends compte qu'en fait moi ce que j'aime bien dans le cinéma hollywoodien maintenant, c'est ce que j'appellerais des films pour adultes. C'est-à-dire des films pour les grands, des films qui sont pas faits pour des gamins, parce que Darkwater c'est pas fait pour votre gamin de 15 ans. Je veux dire, à moins qu'il soit à moins qu'il s'intéresse un peu à la question écologique, ça n'aura pas d'intérêt pour lui. C'est trop lent, c'est trop long, c'est trop calme. C'est trop rentré justement en termes d'interprétation et au contraire moi je trouve que c'est en revenant justement à une espèce de dépouillement mais justement avec Clint Eastwood alors que Todd Haynes c'est pas du tout un ennemi des expérimentations par ailleurs. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement ce retour au classicisme c'est pas un renoncement, c'est une autre forme d'expérimentation pour lui, je pense. Parce que oui, justement Todd Haynes dans sa carrière a adoré expérimenter à la fois sur les questions de narration, sur les questions formelles, sur les questions de personnages où souvent ça partait parfois assez loin comme dans Velvet Goldmine notamment, c'est peut-être son film le plus déstructuré à ce niveau-là où ça partait vraiment en sucette et de temps en temps il revient à des trucs beaucoup plus classiques, beaucoup plus sobres. Moi j'ai pensé à Loin du Paradis par exemple, qui avait un côté mélo flamboyant mais qui était en termes de mise en scène justement qui était vachement en référence justement à Douglas Sirk, au classicisme et on sentait qu'il avait envie de se confronter à c'est une expérimentation à cette écriture classique ça reste une et que ça a à voir avec le sujet aussi, c'est-à-dire que Bob Dylan ça autorisait un peu de psychédélisme justement alors que Dylan ça ne supporte pas l'académisme. Voilà, ça aurait été nul. Ça aurait été plat, ça aurait été chiant. Ça aurait été un biopic de merde. Ça aurait été Ray ou je sais pas. Cette catastrophe. Même Scorsese qu'il a fait quand il avait tourné quand il a filmé la tournée de Dylan. No Direction Home. No Direction Home. Donc voilà, c'est ça. Non, c'est le film qu'on avait fait là qui est sorti sur Netflix. The Rolling Thunder Review. La Rolling Thunder Review, voilà. Oui. Dylan n'aime pas l'expérimentation, n'aime que l'expérimentation. Et Todd Haynes, du coup, quand il avait fait son biopic, c'était totalement ça. C'était un bon point de vue, je trouve. C'est exceptionnel. Et en fait, c'est ça, encore une fois, c'est que finalement, on se rend compte que chez Todd Haynes, mais finalement, comme chez d'autres. Parce que pour moi, Todd Haynes, c'est quand même un réalisateur mainstream. C'est pas un réalisateur expérimental, AD. Il y a des stars dans tous ses films, mais voilà, mais je trouve qu'il a il est peut-être pas à ce niveau-là, mais pour moi, il est dans la même famille que pour d'autres raisons, Catherine Bigelow, quoi. C'est-à-dire des réalisateurs mainstream, et où il y a vraiment, moi, je trouve, il y a vraiment un point de vue, quoi. Je veux dire, de film en film, et où il y a effectivement cette sympathie pour les classes populaires, cette manière de les représenter, moi, je trouve, qui est assez. Qui est assez Steinbeck, qui s'inscrit vraiment dans une tradition américaine de représentation du prolétariat, avec ses contradictions. Enfin voilà, je trouve et qui savent filmer, qui savent faire un montage, qui savent musique exceptionnelle. Je veux dire, putain, un film qui se termine par Johnny Cash. Déjà, il y a du John Denver. Tout ça. Ça commence comme du Dante, et ça termine avec du Johnny Cash. Mais c'est impossible de pas aimer ce film. Puis une scène de fin en plus que je trouve aussi très très belle où en gros c'est les procès enfin qui s'engagent entre ceux qui ont été contaminés puis Dupont, tout ça. C'est une scène qui est très courte mais qui termine par une réplique finale où le juge se lève et dit à Mark Ruffalo alors machin, l'avocat c'est qui, puis c'est Mark Ruffalo qui se lève, il fait vous êtes encore là, toujours là. C'est vrai que ça évite l'écueil du film de procès avec le grand discours final un peu à la Capra ou JFK de Stone. On a pu voir ça aussi dans le parce que c'est Casgold de Promised Land de Gus Van Sant aussi. Ou le bûcher des vanités, parce que là le monologue final du bûcher des vanités correspondrait complètement sur l'honnêteté, quoi. Enfin, Morgan Freeman. Là le bûcher des vanités, ça correspondrait complètement au sujet du film, quoi. Donc ça évite cet écueil là, donc ça c'est
plutôt cool. Et puis en fait, voilà, il coupe au bon moment. Et auparavant, tu as ces plans sur les industries, sur Cincinnati, sur cette rivière que tu sais dégueulasse. Enfin, les plans larges sont. Il y a une maîtrise du plan large aussi, qui est notamment dans le final, là, qui est absolument. Quand tu t'éloignes au fur et à mesure et qu'en fait ça te dit, il y a rien qui est résolu en fait. C'est-à-dire que l'usine elle est toujours là et elle fume toujours. Et toi du recul, tu sais, comme si en disant bon bah voilà, on sort du film. Mais en fait, il n'y a pas eu de happy ending. Enfin, moi, je trouve ça bien. C'est bien les films aussi qui laissent toujours un petit goût de merde dans la bouche. Ouais, voilà, c'est ça. Si, c'est très. Non, je trouve que ça. Où tu vas rentrer, faire tes œufs au plat sur ton omelette en téflon. Sur ton truc en téflon, tu penseras quand même à ça quelque part. Ça t'empêchera pas de faire tes œufs au plat, et de t'empoisonner. Mais ouais, tu penseras un peu à ça quand même, quoi. Donc voilà, c'était le nouveau film de Todd Haynes, Dark Waters. Une fois de plus, un grand film à ajouter dans sa filmographie qui est quand même quasi parfaite. Il n'y a pas de déchets en tout cas. Voilà. Donc très grand film de Todd Haynes. On va passer à un tout autre genre. On va rester dans l'Amérique et on va pour ça aller sur des chevaux sauvages. En attendant Godard sur Syllab, et c'était les Rolling Stones avec Wild Horses, qui n'est pas la version d'origine, mais qui est extraite de leur album acoustique de 1995, Stripped, et de chevaux sauvages. Il va en être question dans L'État sauvage. Deuxième long métrage en tant que metteur en scène de David Perrault, 7 ans après son premier long métrage qui s'appelait Nos héros sont morts ce soir. Donc film assez référentiel sur le cinéma des années 50 et 60 et sur un milieu assez particulier qui était celui du catch et des lutteurs. Là, il passe dans un tout autre style, on va dire, en tout cas un tout autre décorum, parce que ça prendrait le décorum du western du Grand Ouest sur la fin de la guerre de sécession, la bagarre entre les nordistes et les sudistes, et au milieu se trouvaient quelques colons français qui étaient plutôt dans le sud, donc en Louisiane, pour qui le cul commence à chauffer. Et donc c'est une famille avec le père, la mère et leurs 3 filles et leur boniche qui se disent va peut-être falloir décarrer et retourner en France, parce que sinon ça va être coton pour nous. Et coton dans le sud des États-Unis, on sait que ça n'a pas peu de sens. Voilà, exactement. Et donc, toute cette petite famille décide de partir, accompagnée par un genre de baroudeur, un peu badass, mais en même temps, un genre de simili grand cœur, et de partir tout ça. Donc, ils prennent leurs affaires, leurs chariotes, leurs chevaux, et donc, ils décident d'aller partir vers la côte est, pour prendre un bateau. Évidemment, c'est un long voyage, parce que c'est l'Amérique, c'est grand, les chevaux, ça avance pas vite, et puis, dans tout ça, va bien avoir des bandits qui vont se mêler de cette affaire, dont notamment une femme, ancienne compagne du camarade badass, accompagnée par une tripotée de cavaliers masqués. Donc un cinéma assez référentiel sur un des thèmes un peu classiques, la fuite, le convoi de femmes, Wellman, tout ça, machin. Parce que David Perrault, ça fait partie des cinéastes cinéphiles, très référentiels, qui a été pendant longtemps des membres très actifs du forum du site DVD Classique, où il y avait quand même beaucoup de choses assez intéressantes en termes de discussion, en termes de références, tout ça. Et qui donc va avoir à la fois les qualités et les défauts de tous les cinéastes cinéphiles et fétichistes, c'est-à-dire qu'il va parfois s'encombrer dans des références formelles et dans des références de genre qui seront un peu balourdes ou un peu malvenues, et comme beaucoup de ces gens-là, ils vont avoir, je trouve, une peur du jusqu'au boutisme, ou en tout cas d'aller au fond de leurs idées, alors qu'il y a beaucoup d'amorces potentielles qui sont hyper intéressantes, notamment sur la question, par exemple, des Français aux USA durant la guerre de sécession, sur la question de la contrebande, tout ça, sur la question de la place de la femme, sur l'émancipation potentielle ou pas des personnes qui étaient affranchies, tout ça, où il y a pas mal de pistes intéressantes, et parfois ça fonctionne très bien, et aussi souvent je trouve que ça se prend les pieds dans sa propre ambition, et tout d'un coup ça devient patatras, alors que de temps en temps il y a beaucoup de choses assez intéressantes qui se passent, où il dévie un peu du western pour aller plus vers une forme qui serait celle du giallo, notamment sur la musique, sur la question de la photo, sur une menace sourde qui entrait ces personnages-là, la question du vaudou. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et ça serait assez touffu en termes d'ambition, et ça abandonne beaucoup de ces pistes narratives pour se concentrer sur une forme, sur une mise en image qui fonctionne par moment, où il y a parfois des côtés un peu éthérés, presque mystérieux. Voilà.
ésotérique et où en fait ça se pète la gueule après par des séquences qui sont assez ridicules en termes de scénario, en termes de dramaturgie, en termes de structure, où là tout d'un coup on se demande qu'est-ce que ça fout là. On a l'impression de passer dans un autre film où les mecs auraient oublié d'écrire une scène genre un peu tendue, un peu intéressante, ils font ça puis après il repasse à autre chose et tout d'un coup ça donne un film assez bancal malgré je trouve quand même pas mal de qualité en termes techniques notamment et en termes d'ambition de sujet, on va dire. Parce que ici, Gal et le docteur, vous l'avez vu, c'est que docteur, vous êtes un peu coussi-coussa, et Gal, vous êtes carrément pas coussi et encore moins coussa, quoi. Alors, Gal, mon cher, non. Ouais, moi, effectivement, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, comme dirait l'ami Yannick Dahan. Voilà, effectivement. Pour moi, c'est vraiment un film. Bon. C'est un film qui reste au milieu du guet pour moi. Quoi. Il y a vraiment ce côté-là, quoi. C'est-à-dire que le mec dit, je vais faire un western. Alors, ok, très bien. Je commence par une scène de fusillade. Ok, très bien. Moi, je me dis, ok. Dans une église. Voilà, je me dis, ok, très bien. Avec à côté, effectivement, un peu giallo, un peu cinéma italien, un peu western, voilà, un peu western spaghettoche. Ok, moi, je prends. Hein, je veux dire, pourquoi même un film hommage, je prends. Et puis, en fait, au bout d'un moment, effectivement, il veut tellement brasser de sujets, en fait, que finalement, il en choisit véritablement aucun. Et du coup, ça s'éparpille sérieusement. Et en fait, le truc, par exemple, moi, je trouve qu'effectivement, la bonne idée du film, c'est le fait que ce soit des Français. Alors déjà, c'est à la fois, je trouve, la bonne idée, et en même temps, ça rend problématique la chose dès le départ. C'est-à-dire que c'est un western où les acteurs parlent français. Et ils sont pas doublés. Et alors du coup, c'est là tout d'un coup, c'est marrant, hein, moi ça m'a vraiment fait cet effet-là, c'est-à-dire que dès qu'on commence à parler anglais, je dis ok d'accord, là on est dans un western. Mais si ça parle français, eh ben j'avais vachement de mal à rentrer dedans. Et je pense qu'il aurait fallu, et peut-être que là-dessus il y avait déjà presque un film entier à jouer sur cette histoire de langage. Parce que les acteurs sont pas si mauvais que ça, je trouve. Voilà, d'une manière générale, pour des acteurs français, je trouve. Enfin voilà, j'ai vu pire, on va dire. Mais voilà, puis et tout ce côté géopolitique de la présence française, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, le rapport qu'ils ont avec leur domestique noir. Enfin voilà, il y a plein de débuts de trucs intéressants. La relation que la domestique a avec le maître de maison, qui est une vraie relation amoureuse alors que son épouse n'aime pas. Bon, voilà, pareil, les relations entre les trois sœurs, on aimerait en savoir plus. Enfin voilà. Donc, et en fait, le problème, c'est qu'il a donc d'un côté cette espèce de film sur les Français pendant la guerre de sécession, un autre film qui est sur une famille confrontée à une crise et comment les femmes de la famille vont être obligées de se prendre en main après la disparition des hommes, et un western. Et le problème, c'est qu'en fait, il fait les trois les uns à côté des autres, mais je trouve qu'il mélange pas. Il n'arrive pas à mélanger véritablement les choses. Et en fait. Moi, il y a arrivé, on va dire, à la moitié du film, il y a un moment où j'ai un peu lâché la barre parce qu'il y a cette scène de la diligence, moi, que je trouve complètement aberrante. La diligence, en gros, est bloquée au milieu d'un espace étroit, voilà. Et puis donc ils peuvent plus avancer, donc faut passer à côté de la diligence. Voilà. Et donc en termes de scénographie, c'est aberrant. Voilà. Et il y a un précipice en termes de scénographie, c'est aberrant parce que toi, t'es au cinéma. Alors il y a rien de pire au cinéma quand le spectateur a la solution à la scène et que la scène dure 10 minutes. Et puis t'as envie de gueuler, mais passe à côté. Voilà. Alors déjà, tu peux passer derrière ou tu peux passer au-dessus et il y a aucun souci. Et surtout, je trouve que cette scène est d'un littéral dans la mise en scène et dans ce qu'elle veut dire, qui est tellement premier degré que moi, j'arrive pas, quoi. C'est trop, je trouve ça con, quoi, vraiment. Parce que le seul personnage qui donc passera par-dessus la diligence, c'est le personnage féminin incarné par Alice Isaz, qui veut se plus s'émanciper, sortir. Je trouve que c'est une scène qui montre, enfin, pour moi, le personnage féminin en faisant ça est aussi poseur que le réalisateur, quoi. Je trouve que c'est un film. Ça devrait être hyper iconique. Et en fait, ça ne l'est pas. Ça l'est pas, ça marche pas. Ça ne l'est pas parce qu'en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais en fait. Parce qu'il y a un problème de rythme, il y a un problème d'écriture, comme dans tout le film. Quoi. Et puis il y a un problème de personnage pour moi. C'est-à-dire que ce personnage qui veut s'émanciper, machin, je veux dire, elle tombe amoureuse du premier gros dur qui passe. Je veux dire, elle veut s'émanciper, mais il y a quand même un petit côté pisseuse trop gâtée. Et à la limite, pourquoi pas pourquoi pas d'avoir un personnage, mais d'essayer de nous le rendre sympathique. Et d'essayer de faire en sorte que ça devienne. Moi, par exemple, j'aurais préféré que le personnage principal, ça soit le bourrin. Parce que là, j'aurais plus cru au western si le personnage principal, ça avait été cette espèce de pisteur comme ça, qui est poursuivi par une femme qui refuse la séparation entre eux. Et à mon avis, cette histoire-là était plus intéressante finalement que cette espèce d'histoire d'amour idiote un peu entre les deux. Mais moi, j'ai l'impression que c'est presque un film de petit malin qui essaye de cocher tous les trucs de je fais l'inverse de ce qu'on attend de moi, quoi. Ouais, mais ça marche pas. Je fais l'inverse des codes. Exactement. Ouais, mais ça marche pas parce que. Et pour la question du langage, tu vois, pour moi, c'est pas une question du fait qu'il parle en français. C'est pas un souci pour ça. Je pense que c'est plus un souci d'écriture des dialogues. Ouais.
essentiellement parce que très littéraire, très. On a vu des westerns en doublage français qui passaient très bien. Ouais, Quoi. mais par contre, en termes de comportement, c'est pas Deadwood, quoi. Non. Il n'y a pas cette espèce de naturalisme que tu sens dans certains westerns ou que tu sens d'ailleurs que tu sens par exemple chez Tommy Lee Jones, quoi. Parce que tu vois, moi je pensais à The Homesman, qui est aussi une histoire de femme qu'on emmène. Ouais. Sauf que The Homesman, je trouve que c'est incroyablement plus maîtrisé, quoi. Je dirais. Et on sent que le mec connaît le genre sur le bout des doigts. Il essaye pas justement. Qui connaît l'Ouest. Ouais, en fait, voilà, c'est ça. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté, je suis plus malin que le genre. Sauf qu'en fait, dans la réalité, on n'est pas plus malin que le western. Le western, c'est le western. Tu vois, ça me dérange pas qu'il essaye d'en faire autre chose. Il y a presque des options de fantastique ou de choses comme ça. Pourquoi pas, ouais, bien sûr. Le truc, c'est que là, qui choisissent en fait. Comme disait Thomas, il faut y aller à fond ou alors il faut pas y aller, quoi, mais pas un espace entre deux comme ça. Ouais, et puis cette espèce de discours un peu féministe qui arrive à la fin et qui, à mon avis, aurait mérité. Parce que pareil, la scène finale, elle est pas si mal que ça, mais le truc, c'est qu'il aurait fallu qu'elle soit construite dramatiquement sur les relations. Il aurait fallu que le film soit uniquement sur les relations entre ces femmes et qu'on élimine les hommes dès le début. Et qu'on élimine non, mais pas les hommes, mais qu'on élimine la love story notamment, parce que moi, il y a un autre truc que j'ai pas réussi à croire, c'est comment est-ce que cette petite minette elle tombe amoureuse de cette espèce de gars en l'espace de 3 scènes, quoi. Et le rapport au temps est bizarre dans ce film. T'as l'impression que ça dure une semaine alors que c'est censé durer plusieurs semaines, mais tu le sens pas le passage du temps. Enfin, elles sont toujours pimpantes, je veux dire, du début jusqu'à la fin. Enfin, les fringues restent clean. Et après, il y a des trucs pourtant que je trouve intéressants. Le fait que tu te dis, tiens, tel personnage va mourir, puis en fait, c'est pas ce qui se passe, que tel personnage va survivre, puis en fait, c'est pas ce qui se passe. Il y aurait eu moyen, justement, de jouer avec les codes du genre et tout. Et surtout, à la fin, quand il fait du pur genre dans une scène de fusillade la nuit, ça fonctionne hyper bien. Ben ouais. Où là, tu te dis, ouais, franchement, t'as des vrais trucs de mise en scène, t'as une vraie scénographie, t'as une vraie tension. Mais fallait l'amener, ce truc-là. Puis t'as un vrai truc naturaliste sur des flingues qui sont hyper lourds, qui sont hyper chiants à recharger. Où il y a un truc qui se passe là où tout d'un coup, t'es genre d'envolée qui passe pas seulement par la violence, mais par la mise en scène. Où là, tu sens qu'il a vraiment envie de faire ça. Mais pour que cette scène-là elle fonctionne véritablement, il aurait fallu faire monter la sauce dramatiquement avant. Pour que moi, à la fin, quand cette scène-là arrive, je fasse bouilla, quoi. Bouilla, ça c'est la scène, quoi. Bouilla, attention. cacha. Ouais, mais tu vois, parce que moi, en fait, ça, je vois bien ce qu'il essaye de faire. Et sauf que ces filles, elles deviennent badass en 5 minutes. Il aurait fallu montrer à quel point elles sont en fait déjà badass au départ, en fait, ces filles-là, quoi. Tu vois, déjà, elles deviennent badass en 5 minutes et en plus, je veux dire, la menace qui sort dans tout le film d'un groupe d'hommes qui poursuit comme ça. Alors, en fait, c'est pas une menace. En fait, ils sont pas une menace pendant tout le film. Ils le deviennent que à la fin, moi je trouve. En fait, oui. D'un seul coup, comme ça, tu sais même pas pourquoi. Et parce que du coup, ça prend pas. D'en faire des fantômes. Parce que le hors-champ du film, et moi ça aurait été un hors-champ qui aurait été super intéressant à travailler, c'est le hors-champ de la peur du viol, c'est ça. Oui, complètement. Et il fuit. Pourquoi est-ce que le père fait fuir ses filles? Parce qu'il a peur qu'elles se fassent violer par les nordistes. Et il y a cette scène avec le soldat nordiste. Et c'est tout ce qui est dit au début. Voilà, qui amorçait quelque chose. Et en fait, il y a trop de directions en fait dans ce film. Il y a trop de pistes en fait dans ce film, et du coup, il se retrouve à plus savoir laquelle emprunter en fait. Quoi. C'est ça le problème, quoi. Ouais, mais moi, il y a un ensemble de positions qui me pose problème. Enfin, tu vois. Il te fait une diatribe. En fait, tout le film fonctionne sur cette peur d'être violé par les nordistes. En effet, on voit jamais les sudistes. Et en fait, les sudistes sont des victimes des nordistes. Point. Il n'y a pas de trucs comme ça. Ouais, la relation entre la femme de ménage, la bonne, qui est une esclave affranchie, qui est payée, et on le dit bien, le mari le dit bien, et elle est amoureuse du mari et tout. Je trouve qu'il y a une sorte d'idéalisation un peu des Français aux Amériques. Oui, qui seraient pas pareils que les autres. C'était pas pareil que. On est vachement éduqués quand même. Et tout ça, j'y crois pas en fait. Et il y a des choses complètement anachroniques. Il y a une scène de dialogue entre 2 sœurs où il y en a une qui révèle sa sexualité à l'autre. Et j'ai l'impression de voir un dialogue d'un film de maintenant, mais qui se passerait maintenant, quoi, au XXIe siècle. Et j'y crois pas du tout dans l'écriture. Oui, alors que c'est beaucoup plus scandaleux que ça normalement. Enfin, ça devrait être scandaleux comme. Et là, c'est vraiment genre confidence. Je suis lesbienne. Tout va bien. Et ma sœur, on est au 19e siècle, mais tout va bien aussi. Oui, sachant qu'elles se sont assez peu parlées en plus et avant. Et c'est ça le truc. Il aurait fallu plus de scènes entre les filles à coups de regard, à coups de gestes, à coups de qui touche qui, qui passe par des plans, pas par des dialogues. Ouais. Qu'on comprenne mieux qu'est-ce qui fonde finalement, qu'est-ce qui fait que ces filles-là vont être solidaires à la fin, parce qu'en fait on a l'impression au contraire de gens qui sont totalement désolidarisés et on comprend pas comment est-ce qu'ils deviennent solidaires. Et à part la peur du viol, mais je pense que c'est pas suffisant, quoi. Voilà, à mon avis, c'est pas suffisant. C'est un peu léger. Ouais, c'est un peu simpliste. C'est un peu simpliste. Je pense que ça peut forger une sororité comme il y a là-dedans, mais le problème, c'est que dans ce cas-là, tu vois, c'est pareil. Le message, la peur du viol, ça vient
Ça vient pas du mari, ça vient pas de. Ça vient d'un on-dit. Ça vient d'un on-dit et ça vient en plus de personnages qui sont masqués. Donc ça vient, c'est une menace extérieure, c'est pas une menace, tu vois, familiale ou dans la société directement. Et du coup, ça fonctionne pas, moi je trouve. Ben oui, ça manque de terreau, quoi, tout ça, qui dirait. Voilà, ça manque un petit peu de terreau. Et c'est dommage parce qu'on sent bien qu'il a envie de tenter des trucs, mais le fait d'être au milieu du guet comme ça et de pas vouloir vraiment faire un western, parce que c'est ça, à mon avis, le problème du film, c'est qu'en fait. C'est pas un western, c'est un film qui se passe aux États-Unis en 1860. C'est un peu le problème de tous les Français qui voudraient faire des westerns et qui restent le cul entre deux chaises. C'est un peu le même problème que le Audiard. Voilà. Je trouve, même si le Audiard, à mon avis, était quand même plus westernien dans son look et dans son et même dans son propos, Mais là, je trouve que c'est un peu ce même problème, c'est-à-dire pourquoi moi je suis ok quoi, un Français qui fait un western, moi j'achète, hein, franchement. Mais à ce moment-là, on fait un western. On relie et on fait. On n'essaie pas de dire je fais un western, mais moi je suis pas comme Ford. Voilà, je vais vous proposer un truc différent. Ouais, proposer un truc différent. Ne vous inquiétez pas, un jour je le ferai, je mettrai en place mon concept de western vraiment différent. Voilà. Alors, soit complètement différent, soit vraiment. Tu peux réinventer. Enfin, je pense que c'est possible. Oui, le western, c'est un des genres les plus malléables pour faire tout ce que tu veux. Mais il faut pas rester le cul entre deux chaises. Ouais, exactement. Voilà, faut pas rester le cul entre deux chaises, tout à fait. Voilà, c'est une belle assertion pour finir. Après, il y a des belles choses. La musique est bien, la photo est bien. Enfin, voilà, moi je trouve qu'il y a quand même des belles choses quoi dans ce film-là, mais c'est foutraque, voilà. Donc c'était. Et pour finir, je trouve quand même que ça ressemble quand même à un empilement de clichés du jeune cinéma français à la comment s'appelle Poggi et Vinel et consorts et Mandico et compagnie dans certains aspects esthétisants et de musique et de choses comme ça. Suresthétisants même on pourrait dire. C'est ça. Trop sûr. Donc c'était L'État sauvage de David Perrault, sorti en salle il y a 2 semaines. Qui est habillé pour l'hiver. En plus, il fait froid dans leur pays là-bas. On va passer au coup de cœur Dr. Erwan. Alors, sans transition, moi, ce sera La fiancée du pirate de Nelly Kaplan, film anarcho-féministe, libertéro-féministe de 1969. Que tout le monde devrait voir. Voilà, parce que c'est vraiment une curiosité hyper intéressante du cinéma français des années 60, quelque chose ça fait longtemps que j'avais pas vu un film aussi étonnant. À part. Voilà. Attends, je suis d'accord. Thibaut. Moi, ça va être Dark Waters en particulier et Todd Haynes en général, et un petit un petit coucou spécial élection municipale à Rennes par rapport au communiqué du Stade Rennais Football Club. Et l'histoire qui s'est passée avec Carole Gandon. Carole, pas après tout ce que tu as fait. De La République En Marche. Donc voilà. Non, je rigole. Bien fait pour ta gueule. Qui a volé toute la typo et la mise en scène des vidéos du Stade Rennais pour faire sa campagne. Et le Stade Rennais a fait un communiqué officiel pour dire que cocotte, mollo, sinon procès. Hein. Ouh là là. Voilà. Bien joué, Carole. Vivement la semaine prochaine. Bon courage pour ce week-end. Et moi, alors, dans un tout autre genre, ça sera un documentaire qui est sorti l'année dernière japonais de Kaku Akamura, qui s'appelle 10 ans avec Hayao Miyazaki, comme son titre l'indique. Donc c'est 10 ans avec Hayao Miyazaki, de la pré-production de Pogno sur la falaise à la sortie du Vent se lève il y a 3 ans. Donc toutes ces relations, comment il travaille, son rapport au studio, son rapport avec Takahata et ses rapports conflictuels, on va dire, avec son fils. Et c'est disponible en ligne gratuitement, 4 épisodes de 50 minutes, c'est passionnant. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci messieurs, merci Gal pour la technique. Prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.